Par contre, je vais fumer des clopes hein, pendant cette garde à vue. Ceci est un contrôle de police, bonjour. Tu veux répondre? Oh non, je vous emmerde. On comprend pas où on en est maintenant si on comprend pas tout ce par quoi on est passé. Faut la lepénisation pour qu'il y ait la zémorisation derrière. Vous êtes des vedettes, les gars. Les petites vedettes. Faut dire les choses aux Français. C'est vrai. Mais monsieur, la France vous écoute. Monsieur Usul, vous êtes né le 20 décembre 1985 à Louviers. Sur votre page Twitch, il est écrit Usul 2000 stream politique. C'est trop court. Avant l'an 2000, vous aviez 15 ans. Qu'est-ce qui vous sidère et vous fascine tant dans l'an 2000? Nous en parlerons. Nous avons enquêté un petit peu et nous avons retrouvé dans nos fiches des renseignements généraux, puisqu'à l'époque ils existaient encore, ces braves gens. Vous avez été militant de la Ligue communiste révolutionnaire. Vous êtes vidéaste web, chroniqueur français, vous êtes le roi du rétro gaming et du turbo-gauchisme. Vous vous êtes fait connaître par la web-série 3615 Usul. Là encore, on s'inquiète. Alors que vous n'avez même pas connu le Minitel. Vous parliez à l'époque de jeux vidéo, de politique. Alors on vous connaît évidemment depuis par mes chers compatriotes 2014-2016. Avec, ouvrez les guillemets, vous entrez chez Play... Non, c'est pas ça. Mes chers contemporains, Oh. c'est Chirac, mes chers compatriotes. C'était pour voir si vous suiviez. Vous êtes, Ouais. vous êtes un bon élément. Ouvrez les guillemets depuis 2017. Qui s'appelle maintenant Ouvrez? L'Élysée. Très bien, vous suivez, vous êtes réveillé, vous vous appelez Usul et vous travaillez également pour une petite chaîne qui s'appelle Blast. C'est factuel, c'est factuel. Et je vois qu'il y a un angle qui consiste à dire que je suis un peu un jeune vieux. C'est un peu ça le truc entre les années 2000 et le Minitel. Tu démarres par un truc extrêmement, on va dire pour l'époque, hyper moderne, hein. Tu es dans le jeuxvideo.com, etc. C'est-à-dire, effectivement, ce qu'on pourrait appeler une cure de jouvence. Mais cette cure de jouvence, à un moment donné, les rides arrivent. Et donc, comment tu vas... Tant que les boomers nous font pas de place, on est toujours des jeunes. comment tu te définis aujourd'hui? Je dirais avant tout épicurieux, voilà. Avant, je disais vidéaste, c'était pratique parce que franchement, je faisais des vidéos, c'était mon cœur de métier. Écriture, montage, je fabriquais des vidéos, j'étais un artisan vidéaste. Aujourd'hui, maintenant, c'est vrai qu'avec Backseat et le stream en plus, c'est plus pareil. Ouais, je suis un peu un influenceur politique au sens large. Oui, bah oui, parce que tout ce que font les influenceurs politiques, à peu près, je le fais. Donc oui. Alors, c'est quoi un influenceur? Pour toi, exactement. C'est quoi un influenceur? Concrètement, Ouais. c'est quelqu'un qui habite les réseaux sociaux. T'as touché de l'argent pour influencer les gens? Bah ouais, par Mediapart, je sais pas, par Blast. Alors, c'est une chose d'être payé par des organes de presse, c'en est une autre d'être payé par des marques. Ce que je voulais dire, c'est est-ce que par exemple, il y a des marques qui t'ont un jour dit, tiens, ce serait sympathique de parler de mon clavier machin, de ma paire de lunettes machin. Est-ce que tu as été Mmh. approché? Alors, bah, moi, ceux qui me courent après, enfin qui me courent après, il faut le dire vite, mais c'est plutôt, ça va être plutôt lors de sorties de bouquins. On m'envoie des bouquins, mais j'imagine que toi aussi. Mais ça, c'est le secteur dans lequel on évolue. Ça fait que, voilà, à gauche, les gens écrivent beaucoup de bouquins et dans nos cercles, j'imagine particulièrement, vu qu'on côtoie, on est, entouré, on des journalistes, Bah, machin, t'es le seul invité de la semaine qui ne vient pas pour un livre. Moi, je reçois voilà! énormément de bouquins. J'adore ça. Exactement, bah, moi, c'en est au moment où j'ai plus le temps de les lire, donc je les regarde, je les garde pour plus tard, mais bon, le plus tard, là, je crois qu'on peut nous confiner longtemps et laisser les librairies fermées assez longtemps pour que je m'ennuie toujours pas au bout de quelques mois, ouais. C'est quoi ton rapport au monde médiatique aujourd'hui? Aujourd'hui. Bah, de l'extérieur, de toute façon, les gens me traitent un petit peu comme si j'y appartenais bel et bien. Pour autant, j'ai le sentiment d'y être, un peu par intrusion et de pas en être un des éléments les plus légitimes, en tout cas. Ça c'est certain. Mais on se prend au jeu. Ta critique du monde médiatique a toujours été là dans ton travail. Est-ce Mmh. que est-ce qu'elle a évolué du fait que tu fasses partie finalement du circuit maintenant? Bah, je pense, mais c'est normal, faites pas confiance aux journalistes pour avoir un point de vue sur les journalistes. Ils sont un peu empêchés quand même un petit peu. Il y a on va dire qu'il y a des bénéfices aussi quand on est dans un champ, à jouer les outsiders, à rentrer un peu dans l'art, et cetera. C'est une position de challenger dans un champ, d'arriver
et de critiquer l'ordre même du chant, ses valeurs, parce que nous, on aurait une meilleure place dedans si ces valeurs-là changeaient. Ouais. Là, manifestement, évidemment, des gens comme Pujadas, je me sens toujours pas proche de gens comme Pujadas. Je m'énerve toujours quand j'écoute Léa Salamé et Nicolas Demorand. Ça, il y a pas de problème. Mais je comprends par contre vachement mieux le métier de tous les autres journalistes ou de beaucoup d'autres journalistes. J'ai vu maintenant des rédactions, j'ai vu des studios, j'ai vu les journalistes qu'on ne voit pas, ceux qui préparent les plateaux, et je vais avoir tendance à avoir un petit peu plus d'indulgence que je n'en avais avant. Et Euh, voilà, et voilà. voilà, et voilà. C'est quoi ta position? Qu'est-ce qui te légitime? Pourquoi tu te dis, bah tiens, je peux écrire là-dessus? Je suis quand même au contact de beaucoup de vrais gens. Je vois que ça, ils l'ont pas. Ouais. Moi, je l'ai. Je suis peut-être pas expert, mais au moins, je peux apporter ça. Ça, j'ai capté ça. Je vais essayer de leur expliquer comment j'ai capté ça, et je pense que je peux l'expliquer d'autant plus facilement que je vois tout à fait où en sont encore les gens. J'y étais il y a pas si longtemps, moi, dans ce truc-là, à la limite. Donc, moi, c'est vraiment un truc qui m'aiguille, c'est est-ce que moi, j'ai été étonné en apprenant ce truc-là? Si oui, j'ai le droit de raconter, quoi. J'ai le droit de raconter, je crois que j'ai compris. Je dis pas des trucs très, très compliqués non plus, moi. Je suis pas un chercheur, j'ai pas prétention voilà, à traiter de trucs très, 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 très balèzes. Donc vraiment, voilà, je viens avec la modestie du vulgarisateur aussi, quoi. Attendez. Aïe, Ouais. aïe, 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 aïe. Ceci est un contrôle de police, bonjour. Bonjour. Vient d'entrer par effraction host politique, le meilleur d'entre nous, le Alain Juppé du Twitch, qui écrit, qui réalise, qui monte, qui pense à tout ça. Comment ça se passe? Bah, l'écriture, c'est tous les deux, hein. On a des journées d'écriture, on est ensemble devant un ordinateur et puis on écrit ensemble. Alors on a décidé que sur Blast, c'est moi qui tapais au clavier, et puis sur l'Elysée, c'est Usul, quoi. Mais bon, sur le fond, ça change pas grand-chose. Après, sur le tournage, pour ouvrir l'Elysée, on a un réalisateur qui s'appelle Hamza et qui réalise l'émission qui a réalisé l'émission sur 2 saisons, 3 saisons maintenant. Ouais. Pour le montage, avant c'était Usul qui s'en occupait sur Ouvrez les guillemets, et depuis cette année, on a un monteur qui s'appelle Arcadiel, voilà, qui fait du très bon travail. Voilà. On sous-traite un peu maintenant. Qu'est-ce qui vous excite le plus? Moi, ce que je préfère, je pense, c'est outre le moment de sortie de l'épisode où tu vois ton travail fini et les premières réactions et tout, c'est toujours assez cool. Mais c'est l'écriture, je pense, le plus intéressant. J'aime bien l'idée aussi d'avoir un petit pouvoir de nuisance et de me dire: «Ah tiens, on va emmerder on va les emmerder eux. Tiens, on va caler ça, les gens l'ont pas dit comme ça, on va le dire comme ça, on va être plus franc», et un petit truc ça fait toujours plaisir, mine de rien. Un truc lisse, c'est pas marrant, mais un truc où tu te dis: «Je vais emmerder des gens», Ouais. ça fait du bien de le dire. De temps en temps, on a l'impression, et c'est ça que je trouve le plus chouette, c'est qu'il y a une part d'improvisation quand même. Ou de trouvailles sur le moment, non? Il y a Oui, une ça part, arrive, ouais. 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 Ce qui est plus ou moins improvisé à chaque fois, c'est l'intro avant le générique et l'outro après le générique de fin. Ça, on le trouve toujours sur place pendant le tournage. C'est le côté Donc, bêtisier, ça, c'est ça? c'est pas vraiment bêtisier parce qu'on discute avant de ce qu'on va dire. On dit, on va faire une blague sur un autre sujet d'actu. En général, c'est un peu prétexte à faire une blague sur un autre sujet qui est un petit peu dans l'actu, ou à préciser un truc sur l'épisode, ou à faire simplement dire une blague. Mais ça, c'est pas écrit dans le texte, par exemple. Les recherches, lequel de vous deux les fait? Ah bah, ça dépend. Ça dépend. Pour Blast, c'est plus Host, et pour Mediapart, on les fait, on les fait en même temps. Mais même pour Blast, on fait un peu tout en même temps, en vrai, hein, parce que en Mmh. fait, t'es un peu toujours vigilant à ce que tu regardes dans l'actualité. Enfin, Ouais. t'as toujours ce regard-là de te dire, tiens, ça peut servir pour un épisode. Donc tu le mets de côté dans ta tête ou vraiment sur un papier, et puis quand on se voit, on dit, t'as vu ça, t'as vu ce truc, t'as vu machin, puis on Ou fait le ce travail de travail recherche. le travail de veille ordinaire, quoi, Voilà. qui fait que là, ce matin, je serai pas avec vous et je serai levé à cette heure-là. Peut-être que j'écouterai le replay de la matinale de France Q, je regarderai qui y avait sur France Inter, etc. Le replay d'Alerte Libre aussi. Enfin voilà, on regarde partout, et en général, soit ça va influencer aussi sur le sujet qu'on va choisir après, soit on a déjà choisi le sujet, auquel cas, ça c'est mis de côté, quoi. Donc on Le- les fait chacun de notre côté aussi, et par contre, quand on regarde des gros trucs, genre où on se force, par exemple, il y a Ouais. des trucs que j'ai pas envie de regarder tout seul pour le plaisir. Quand on avait regardé le meeting de la maison commune de En Marche, là, très Les bon meetings, souvenir. hier, j'ai dû me mater 1 heure ou 2 de BFM TV pour voir ce que ça racontait, quoi. Après, j'ai mis CNews.
Et donc je fais un peu de veille comme ça de merde, exprès. Par exemple, tu vois, j'ai mis de côté, Zemmour chez Magali Berda. C'est qui Magali Oui, oui. Berda? Elle est appelée souvent la papesse des influenceuses. C'est un peu la Ouais. Mimi Marchand des influenceuses et des stars de télé-réalité. Elle a rencontré Mélenchon aussi, je crois. Oui, et Mmh. elle a décidé de se lancer dans la politique. Est-ce que vous discutez avec Mathias Enthoven qui est à Blast? Est-ce que vous discutez avec Karine Foutou et Stéphane Aliès qui sont à Mediapart avant de faire votre sujet, où vous êtes des autonomistes, vous faites ce que vous voulez, vous arrivez, vous livrez le truc? Comment ça se passe? Alors à Mediapart, on est très très autonome dans ce qu'on fait. Sur Blast, on discute un petit peu plus. On annonce notre thème, mais encore une fois, sur l'écriture et sur le fond, il n'y a pas de relecture, il n'y a pas de correction, de choses comme ça. En général, on est assez. C'est aussi une condition pour faire notre travail, quoi. À moins qu'on ait des erreurs factuelles ou des trucs qui pourraient nous mettre en porte-à-faux juridiquement, il n'y a pas de raison qu'on change ce qu'on écrit, quoi. Oui, Mediapart, ils découvrent le sujet le lundi matin. Ouais. Et Blast? Et Blast, il sait sur quoi on est en train de bosser, là, Voilà. Mathias, c'est vrai. Pour Blast, vous faites donc une série de portraits. Il y en a eu 3. Il y a eu Chevènement, Marché et merde, le dernier, c'était Le Pen. C'est ça, hein, je me gourre pas. Ouais, c'est ça. Mmh. Pourquoi vous faites dans la naphtaline? Bah, Les jeunes, pourquoi vous faites on en la parlait. naphtaline? Ah, On en parlait hier, on bosse sur Philippe de Villiers. Voilà. bah oui. Voilà. Donc en fait, Dans la naphtaline, ça se pose là. On Ouais. rigolait, on disait on a pris un jeune cette fois quand C'est ça. on a commencé à écrire. Et en fait, c'est passionnant parce qu'en fait, on comprend pas, où on en est maintenant si on comprend pas, par tout ce par quoi on est passé. Tu vois, Le Pen, il faut la lepénisation pour qu'il y ait la zémorisation derrière. Il faut Chevènement à l'époque pour qu'il y ait Arnaud Montebourg ou le Printemps républicain aujourd'hui. Ça marchait pour expliquer le PCF à la position que peut avoir Roussel. Et voilà, on Voilà. peut pas comprendre les textes de Roussel et la viande, si on comprend pas que ça a toujours été comme ça les gars, Marché c'était déjà ça, c'était déjà il dénonçait déjà le gauchisme, les étudiants, voilà machin. Ça a toujours été ça quoi. C'était vraiment l'idée de base de se dire si dans 10 ans on revoit ces vidéos, qu'on puisse encore en tirer quelque chose. Bon, peut-être un peu moins, j'en sais rien. Mais si on prend des figures politiques actuelles, il y a toujours le risque qu'un an plus tard, on sache plus qui c'est. Donc des figures qui ont marqué un petit peu La vie cinquième. politique, la cinquième de la vie politique depuis 30, 40 ou 50 ans, au moins on sait qu'ils auront toujours marqué la vie politique à ce moment-là, quoi. Et ouais, mais Et puis il y a aussi le fait qu'ils sont, ça c'était particulièrement vrai pour Marché, pour Chevènement, c'est des gens dont les personnes dont les acteurs politiques d'aujourd'hui se revendiquent. vous faites de l'éducation populaire. Bah ouais. On passe le relais, tu l'as dit, moi je suis vieux. J'ai pas dit ça. Et- Oh putain, je t'ai vexé. Oui, J'ai bah pas dit voilà. ça. Je suis j'ai moins pas- vieux. Ah oui, j'ai dit Usul et moi je trouve ça hyper intéressant que à la fois tu es l'influenceur, l'avant-garde de la gauche, YouTube, Internet, etc. Et en même temps, comme dirait votre ami, tu puisses beaucoup dans le passé. C'est ça que je trouve assez étrange. Mais tu veux que je me passionne pour quoi? Pour la primaire populaire, Extinction Rébellion ou les trucs de Alors, maintenant là? Eh ben, on va en parler. Quoi, on a le côté actu avec la chronique sur Mediapart, et on a le côté plus perspective un peu historique dans Blast, et puis c'est un peu ce que faisait Usul avec Mes Chers Contemporains. C'est ce truc-là d'avoir plus une perspective par rapport au passé, mais c'est toujours pour dire quelque chose du présent. C'est une porte d'entrée en fait. Les figures politiques qu'on choisit, c'est un visage, mais derrière ce visage, en fait, il y a une histoire que nous, on essaie de traduire en histoire populaire, quoi. On veut que les gens se laissent un peu moins embarquer, quoi. Quand on entend l'extrême droite qui récupère Georges Marchais, c'est légitime que nous, on se demande pourquoi, comment on peut, là où il y a des gens qui sont des falsificateurs, il y a des gens qui sont des embrouilleurs, comment nous, on redonne un peu de clarté, notamment avec une vision de classe aussi. Je vous remercie. Vous avez mis un petit extrait de Mathieu Mollard au poste. Merci pour le clin d'œil. Mais il y a et c'est pas un reproche, c'est une remarque. Que ce soit Chevènement, que ce soit Le Pen, que ce soit Marché et Le Pen surtout, il y a quand même chez vous une fascination pour le côté bête de télé qu'étaient ces mecs-là. Ah bah c'est plus pratique en vidéo, Ouais. on fait de la vidéo, donc Et c'est plus agréable à bosser, à regarder des émissions, parce qu'on se tape des émissions de l'heure de vérité de 1978 avec... non, ça n'existait pas, mais bref. Chers messieurs, j'ai bien compris. Vous faites de la vidéo, c'est mieux d'avoir de la vidéo. Mais précisément, vous êtes aussi sur la bataille des idées. oui. Vous arrêtez pas de nous dire ça. Est-ce que la bataille des idées,
se mène uniquement sur l'espace télévisuel ou aujourd'hui YouTube, Twitch, machin. Non, mais comme je disais, c'est un produit d'appel. Je vois bien ce que tu veux dire, c'est-à-dire tu fais la distinction entre à gauche, il y a toutes les luttes populaires, et puis il y a la face émergée qui va être le petit jeu politicien. Et nous, on attaque par le petit jeu politicien et le monde médiatique. Mais parce que c'est ça que les gens connaissent le mieux, en fait. Mais à travers ça, on essaie d'arriver aux luttes derrière. Comme quand on prend Blanquer, le but, c'est de parler du mouvement social des profs derrière. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe sociologiquement avec les profs, etc. Mais on attaque évidemment par Blanquer et Ibiza. Ça se répond, ça se réplique. C'est deux rappeurs. Vous êtes les Joey Star, les cool chaînes du Twitch. Bon, très bien. Comment vous êtes formés? Quel est votre manager? Qui vous a marié? Jules qui cherchait quelqu'un à la base. Enfin, on s'est rencontrés par des amis en commun, je crois, à Lyon, à ce moment-là. Et puis voilà, on avait commencé à faire un pilote, d'ouvrir les guillemets, avec plein de monde. C'était pas bien. C'était pas bien. Vraiment, c'était n'importe quoi. Mediapart nous a dit très poliment que c'était pas bien. Enfin, ils nous ont pas dit ça comme ça, mais voilà. Ce sont des gens très polis à Mediapart. Voilà, non, ça, il faut le dire. Non, les gens ne le savent pas. Ils sont très polis à Mediapart. J'étais au chômage à ce moment-là, je cherchais un peu un taf, donc ça s'était bien tombé pour ce truc-là, quoi. Je venais de sortir de mes études. En plus, toi, tu cherchais quelqu'un qui avait une formation de journaliste, donc j'avais travaillé en radio, je faisais un peu des piges à droite, à gauche. Enfin, cette période-là, j'en faisais très peu, quoi. Du coup, voilà, ça s'est fait comme ça. Et puis on s'était vu en manif à l'époque de la loi travail, voilà. Moi, j'aime bien le truc du duo parce que tu peux faire des dialogues. Je trouve tout seul, tu te fais vite chier. Niveau écriture, je parle, parce que à écrire, c'est plus marrant d'écrire des dialogues, quoi. Vous pensez que ça joue un rôle de ne pas être des parigots? Non, mais en fait, c'était pas mal d'avoir, je pense, des chroniques de gens qui sont pas forcément dans Paris, parce que tout est à Paris. Donc, je pense que ça intéressait aussi Mediapart à ce moment-là d'avoir quelque chose d'extérieur. Mais après, sur la forme, bon, les gens au début de la chronique, ils me disaient les bobos parisiens qui sortent pas du périph'. Quand je vais à Paris, j'ai un briquet avec marqué Lyon dessus. Comme ça, on me le pique pas, on sait que je suis le Lyonnais. Et puis, il y a autre chose, c'est que ça nous rend aussi attentifs. Il y a quand même une situation locale à Lyon. Dont les Parisiens se rendent pas compte, et je m'en rends compte moi en discutant parfois avec des journalistes qui font des articles notamment sur tout ce qu'est la fachosphère, les fachos, etc. On vit dans une autre ambiance ici à Lyon. Usul, t'es une cible, puisqu'il y a quelque temps, t'as été agressé par des fachos. Comment vous vivez ça? Alors, je fais gaffe, je suis vigilant, quoi. Papacito qui a fait plusieurs vidéos sur ma gueule, etc. Quand derrière, après, il appelle les gens à s'équiper d'armes parce qu'on sait jamais, on va tester comment un gauchiste réagit à je sais pas quel calibre, là, machin, tout ça. On sent bien que, bon, si il y a un attentat d'extrême droite, là, un mec qui décide de péter un câble et de poser une bombe ou de tirer sur des gens, on sera pas en haut de la liste des priorités. Je pense qu'ils sont trop, et c'est terrible ce que je vais dire, mais je pense qu'ils sont tellement racistes que ça va être un des critères qui va primer. Des gens qui ont le malheur de pas être blancs et de marcher dans Lyon et qui sont agressés, ça arrive très très régulièrement à Lyon. Il faut pas l'oublier. Je pense que c'est vraiment le truc le plus c'est que les gens vivent dans cette insécurité-là à Lyon, quoi, en centre-ville, dans certains quartiers. Voilà. Je pense que il a vachement plus de menaces que nous, tu vois. Voilà. Quelle est votre formation à tous les deux? Le chat est très très indiscret par rapport à ça. Moi, j'ai juste le bac et c'est tout, quoi. On peut savoir quelle lettre du bac? Oh bah L, évidemment. Et moi aussi, c'est forcément 2 bacs L qu'on fait ces émissions. 2 bacs L et pas d'études supérieures? Moi, non. Moi, j'étais à l'université publique à Lyon, bien sûr, Lyon 2. J'ai fait un master en sciences politiques, sciences sociales, sciences politiques. Ah, ouais. Spécialisé syndicalisme, voilà. Donc formation de gauche également. Bloqué ou ne pas bloquer? Moi, je bloque. Moi, je bloque. Ouais, moi, j'ai même une appli pour bloquer automatiquement les insultes qui s'appelle Bodyguard, que je conseille d'ailleurs si vous êtes. Bodyguard? Oh, très bien ça. C'est quoi ça, Bodyguard? Putain, ça m'intéresse ça. C'est assez bien foutu. Il détecte les messages insultants, il les bloque et il les masque. Ça te donne même pas de notif. Dès qu'il y a un truc qui m'énerve même un petit peu, même si c'est pas forcément méchant, c'est juste un peu ironique, je bloque. De toute façon, ça va pas détruire la vie de la personne qui se fait bloquer, donc voilà. Usul, tu disais à l'instant, j'ai envoyé chier ton chat. Alors d'abord, je trouve ça assez drôle que tu dises ton chat parce que je pense que c'est notre chat. et deux choses. Je suis intimement convaincu, par exemple aujourd'hui, c'est pour moi la preuve, c'est que là, il y a beaucoup plus de monde que d'habitude, évidemment, vous êtes là. Eh bien, je pense que nous atteignons le seuil critique au-delà duquel il ne faut pas aller parce que ça devient
inintelligible tellement il y a de messages. Est-ce que de temps en temps, vous vous dites pas, un peu comme l'idée de la décroissance, il faut pas aller au-delà d'un certain seuil si on veut rester dans une intelligence collective de discussion, de débat? Twitch, typiquement, c'est un espace intéressant justement pour avoir ce débat collectif. Par exemple, les commentaires YouTube, pour moi, c'est pas un espace de discussion intéressant. Ouais, puis après le chat, ça permet aussi, même si bon, moi j'ai pas mal de monde aussi, Ouais, heu, tu m'étonnes. tu peux pas lire tout, des fois ça va un peu vite, bon et tu peux mettre le slow, hein, tu peux voir un peu plus facilement les messages. Je fais souvent des petits sondages, pour me faire une idée aussi de ce que mon public, là, qui est là, a en tête, et des fois je suis assez étonné, quoi. Je vois qu'ils sont plus, comme ci que je pensais. Voilà. Ou à l'inverse, c'est bon, ils sont complètement radicalisés, Le débat sur Twitch est plus apaisé que sur d'autres réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Donc on peut avoir une discussion intéressante avec les gens, je pense que c'est pas mal. Après, c'est pas non plus un rêve démocratique, l'horizontalité, tout ça, hein, je dis pas ça. Moi, c'est quand même ça qui m'intéresse vraiment dans Twitch. C'est l'interaction. Là, je suis en train de lire. Il y a les modos qui remontent des questions, etc. C'est ça qui me passionne. Moi aussi, mais c'est pas de l'horizontalité dans le sens où bah il y a quand même une personne qui stream et des gens qui sont dans le chat. La personne qui stream, bah, tu disais les modos remontent les questions, ils sélectionnent les questions. Les personnes qui stream sélectionnent les questions auxquelles elles veulent répondre. C'est un peu comme un standard de radio avec des sélections de questions des auditeurs, mais en plus immédiat et en plus rapide. Non, Ou en parce plus, que oui, mais sauf que tout le monde tient le standard, puisque tout le monde voit les questions. ouais, tout le monde voit les questions, mais si Après, il y a celles qui sont répercutées, mais tout le monde les voit et tout le monde voit les interactions. Bon, par exemple, le début du chat, c'était assez désagréable. Il a été beaucoup question de pognon. Hmm. On en parle ou on n'en parle pas? C'est comme Bah, vous moi, voulez. ça me... bah, moi je trouve pas ça, palpitant. En fait, je m'attendais à ce que le trotskiste, là, par exemple, profite de la question pour parler des moyens de production qu'il faut qu'il y ait des donateurs à Blast ou des abonnés à Mediapart ou des abonnés à vos chaînes respectives, parce que bah, s'il n'y a pas un peu de carburant financier, ben, il y aura, à un moment donné, il n'y aura plus du tout de contre-voix, de contre-parole. C'était ça Ah vers bah quoi je oui, voulais vous emmener. donnez à abonnez-vous à Mediapart, abonnez-vous à oui, parce qu'en fait, c'est eux qui payent, nos salaires, donc oui, tu as raison. Il faut s'abonner, de toute façon, de manière générale, la Vraiment, presse quoi. indépendante de manière générale, hein. Soit Les Jours, Blast, Radio Parleur, enfin, il y a plein Street de Press, médias hyper intéressants auxquels s'abonner et soutenez financièrement les journalistes aussi, qui sont souvent... vous voyez souvent des journalistes très médiatiques et on se dit ils doivent gagner beaucoup d'argent parce qu'ils passent à la télé, mais c'est très souvent pas le cas, donc n'hésitez pas à soutenir les médias indépendants, hein, voilà. Vous êtes de la génération qui est née avec la presse gratuite, les chaînes d'infos, les radios d'infos en continu, c'est-à-dire l'illusion que l'information ou la réflexion, finalement, elle n'a pas de coût, hein. Elle est distribuable comme ça, gratuitement, au gré du vent. Est-ce qu'aujourd'hui, que c'est votre boulot, vous pensez ça différemment ou... ouais, je sais pas, je pense alors moi déjà, j'achetais déjà le Monde Diplo, en 2000, hein, donc je Bon, mais j'ai un goût pour la presse papier, et donc pour la presse payante, mais de toute façon, je pense que aussi nous, on met pas mal en valeur, j'espère, le travail toutes ces rédactions-là, Absolument, bien que sûr. ce soit dans nos revues de presse, que ce soit même dans Ouvrez les guillemets, on met des extraits de trucs, machin, on fait je trouve que ça revient un peu d'ailleurs, parce qu'il y a vraiment eu les années 2000, cette crise de la presse où il y avait beaucoup de gratuits, beaucoup de médias ont pensé qu'ils pourraient survivre avec un modèle publicitaire. Bah, on se souvient peut-être de Rue 89 notamment, qui avait pensé pouvoir survivre comme ça. Maintenant, c'est une sous-catégorie du Nouvel Obs, donc bon, ça n'a pas trop bien marché. Mais il y a ce retour du paywall, ce retour des abonnements. Moi, je trouve que c'est une bonne chose en fait, parce que bah, ça permet à la presse de survivre, hein, surtout la presse indépendante. Après, il y a la presse subventionnée, c'est quelque chose d'autre. Mais même des journaux qui étaient en crise comme Libé ou Le Monde, bah, ils retrouvent un petit peu des couleurs aujourd'hui. Donc, il y a vraiment eu cette décennie de crise de la presse et qui a vraiment la tentative du tout gratuit avec la grande période des journaux gratuits. Il y en avait 5 ou 6 différents, je crois, à une époque où la plupart se sont cassés la gueule. Bah, ça a montré que c'était un modèle qui fonctionnait pas de toute façon. Enfin, ça l'a montré par la réalité, quoi. Donc oui, il faut soutenir la presse qui nous intéresse, la presse indépendante, et voilà. Vous êtes plutôt primaire ou plutôt populaire? ah! Question Combini. Bah, pas primaire populaire en tout cas, non. On peut dire qu'on préfère l'Union populaire à la limite. Ça, c'est Même si on est critique des Insoumis, on l'a fait dans d'autres vidéos, c'est quand même notre choix de cœur, hein, on va dire ça comme ça. mmh. Quelle est votre position sur la primaire populaire qui a démarré hier?
Il y a pas un complot de Taubira derrière, il y a pas un complot du PS, derrière, mais je regarde par contre comment les choses fonctionnent et en effet, j'ai vu comme toi qu'il y avait là-bas, chez eux, une espèce de culture, start-up, Ouais. C'est heu, macroniste, les organisateurs d'ailleurs. bah, pas oui et non, il y en a, ouais, qui viennent vraiment de ça. Après cette espèce de culture start-up, je m'inspire, de Bernie Sanders, on va faire une plateforme sur Nation Builder et puis ensuite on va faire du phoning et puis une campagne de je l'ai vu aussi chez les insoumis, en fait. La vidéo de Samuel Grybowski qui a fait pas mal parler, il y a vraiment cette idée de on va récolter des datas, quoi. Les gens, c'est des Exact. datas, c'est cette vision très marchandisée de la politique. Dans cette primaire populaire-là, qui a éclaté au grand jour parce que cette vidéo qui est sortie, mais qui, effectivement, Usul, t'as raison, elle se répand un peu partout dans le monde militant, malheureusement. Malgré l'image qui se donne, quelque chose qui vient de la base, qui est populaire, c'est même dans le nom, il y a quelque chose d'assez peu transparent, quoi. Ça pose problème. Et après, quand on parlait de Taubira, c'est pas qu'ils roulent pour Taubira, c'est qu'en fait, sociologiquement, ces gens-là, on sait que Taubira, ça leur plaît. Tout ça, c'est porteur de plein d'enjeux qui ont été tranchés en amont par un groupe de gens, qui nous ressemblent pas et qui ont décidé que pour eux, par exemple, le PS, c'était naturellement encore la gauche, que ça avait encore du sens de faire une union de la gauche, en invitant avec Hidalgo, avec Taubira, et cetera, alors qu'il y a tout un peuple de gauche qui était dans la rue, pendant que Samuel Grybowski, s'enthousiasmait sur la candidature Macron. Il y a tout un tas de gens qui étaient dans la rue, pour le mouvement Loi Travail, alors que Taubira était encore ministre. Ouais, il y a ce côté très dépolitisé de se dire qu'il y a l'union de la gauche. Sur quoi, pourquoi, avec qui, on sait pas. C'est vraiment l'union de la gauche, faut faire l'union, faut faire l'union. Taubira, Hidalgo, on les a pas vus pendant les manifestations sous le quinquennat de Macron. La loi sécurité globale, le mouvement des Gilets jaunes, ce genre de choses. Des gens qui étaient absents pendant 5 ans, et là, soudain, ils ressortent et on devrait accepter, faire une espèce de socle commun un petit peu vague pour faire une union de la gauche. Enfin, je trouve que c'est un petit peu courageux de penser ça, pour utiliser un euphémisme. Et il paraît que ça s'est mal passé avec Hidalgo, c'est vrai? Moi, j'ai regardé le replay quand même. Je l'ai trouvé assez désagréable et je me suis trouvé assez désagréable aussi avec elle, donc comme quoi ça fonctionne bien. Elle est repartie pas contente apparemment. C'était l'union des désagréables, c'est ça? Elle est pas restée boire des coups après. Voilà. En effet, on fait pas vraiment du Twitch quelque part, très peu d'interaction avec le chat, Bah, voilà. machin. On fait une émission, mais en même temps, pourquoi on pourrait pas, faire, nous-mêmes, aussi une émission? C'est on reprend les codes, de plateaux sur lesquels nous, de toute façon, on n'est pas ou peu invités et on se donne le droit de faire une émission comme les bourgeois. Voilà. Vous avez vos plateaux? Et bah, très bien, on en a un plateau comme ça aussi, nous. Quand tu es face à Castaner, est-ce que tu penses que c'est justement le plateau bourgeois, hein, je reprends ton expression, hein, tu m'as dit quelle est ton idée derrière la tête, eh bien, tu viens de la prononcer. Est-ce que tu penses que c'est ça qui te fige un peu? Castaner, c'est un mec, il sort pas, de n'importe où. Des mecs de gauche, des marxistes, des machins, il s'en est fadé pendant 20 ans au PS. Il en a vu d'autres. Les plateaux télé, il en a vu d'autres et ça marche. En effet, la violence symbolique, ça marche, quand tu as quelqu'un, qui te prend un peu de haut, et cetera, quoi. Question de Max Abel. Qui influence les influenceurs? Bah, on l'a dit, avant, hein, nous, c'est aussi la presse, et cetera, quoi. Donc Forcément, on est un peu influencé par le langage et par les discours qui peuvent se tenir dans les médias, c'est sûr. ah non, si, je sais aussi ce qu'on peut répondre. Twitter aussi, pas mal Ah oui, et c'est un réseau social qui a peu de monde dessus, en vrai. Au niveau de la France, c'est très peu, mais ça a une énorme influence sur la vie politique. Tout le monde, tous les hommes politiques, les journalistes ont Twitter. Ça fait des polémiques, on fait des articles sur les tweets, des tweets sur les articles, des articles sur les tweets sur les articles. On a quelque chose qui est quand même hyper influent par rapport au poids que ça a réellement. Et on est vraiment un peu là-dedans, ouais, je pense. Est-ce que vous êtes abonné, vous demande Clarica, est-ce que vous êtes abonné à des journaux de droite pour la pluralité? non, Non, on moi, leur donne pas d'argent. Où commence la droite, s'il vous plaît? Répondez, ce sera ma dernière question. La droite commence au PS, je pense. à peu près. Ouais, au PS, ouais, ça nous va, ouais. C'était un bonheur de vous avoir tous les deux. Je vous rappelle ici un des slogans Faut pas mollir, nos copains des mutins de Pangée. Merci à vous deux, merci beaucoup d'être venus et merci encore à l'un et à l'autre pour vos précieux conseils quand j'ai démarré, quoi. Quand je suis venu faire un peu le mariole comme vous, quoi. Voilà. Merci pour l'invitation. Ouais, Merci. C'était un plaisir. À bientôt, à bientôt. Salut. Ciao. Merci les gars. Merci Salut. les gars. Bon, on raccroche.